Bonjour à tous, vous écoutez Servez-vous, la première chaîne de podcast spécialisée dans les services à la personne. Ce podcast vous est proposé par Aladom, site de mise en relation dans le secteur des services de proximité entre particuliers et professionnels. Retrouvez-nous un mercredi sur deux pour de nouveaux épisodes liés au secteur, que ce soit des actualités, des témoignages d'entreprises ou encore des décryptages de thématiques. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Clément Venard, cofondateur de Monseigneur, une entreprise qui propose une alternative innovante à l'EHPAD et au maintien à domicile en se spécialisant dans l'accueil familial pour les personnes âgées ou en situation de handicap. Ensemble, on va découvrir son parcours et la naissance de ce projet, plonger dans le fonctionnement de l'accueil familial et comprendre comment cela s'organise concrètement. Et enfin, on discutera de l'impact sur les familles et les professionnels, ainsi que les ambitions futures pour Monseigneur. Bonne écoute! Donc, bonjour Clément, merci d'être présent aujourd'hui sur la chaîne de Servez-vous. Donc, pour introduire un petit peu cet épisode, est-ce que tu peux tout d'abord te présenter et nous raconter un petit peu ton parcours? Bonjour Célia, ravi d'échanger avec toi. Je suis donc Clément Venard, je suis l'un des cofondateurs de Monseigneur, une entreprise solidaire d'utilité sociale créée en 2019. Et auparavant, j'ai eu un parcours en finance d'entreprise. Mon métier consistait à accompagner des entreprises dans leur phase de croissance en France et à l'international. D'accord, ok. On va parler aujourd'hui plutôt de ton projet Monseigneur. Est-ce que tu peux nous raconter dans quel contexte Monseigneur a vu jour et à quels besoins en fait vous souhaitiez répondre au départ? Oui, bien sûr. Alors, Monseigneur, d'abord, c'est une entreprise qui s'est donnée pour mission de promouvoir un nouveau métier, le métier un nouveau métier d'accompagnement de personnes âgées, qu'on appelle le métier d'accueillant familial, un métier qui consiste pour des soignants, qui consiste à embarquer avec leur famille, conjoints et enfants, dans un quotidien d'accompagnement et de vivre avec 3 personnes âgées. Et pour faciliter l'exercice de ce métier, eh bien Monseigneur va fournir tout autant le lieu de vie, la maison, adaptée et chaleureuse, que l'accompagnement humain et médico-social nécessaire à ce que le professionnel accueillant se sente épanoui, serein dans ce quotidien qui consiste donc, vous l'avez compris, à vivre avec et à accompagner 3 personnes âgées. Nous en sommes arrivés à créer Monseigneur parce que nous avions le souhait de remettre de la solidarité entre les générations, conscients que l'EHPAD était une solution importante dans le panorama de solutions, mais que de plus en plus, les Français avaient le désir de vieillir et de vivre chez eux, dans un domicile, dans un lieu de vie ordinaire, non médicalisé. Et donc, voilà, on s'est arrêté sur ce cadre légal, sur ce métier qui existait. Et donc, on a souhaité le bonifier et le développer. Ça marche, ok. Petite question aussi complémentaire. Monseigneur existe depuis combien de temps exactement? Alors, nous avons créé Monseigneur en 2019. Ça fait donc 6 ans que D'accord, ok. l'entreprise est créée. Ça marche. Et vous êtes situé où? Les différents habitats que vous proposez, ils sont situés dans une région spécifique en France ou vraiment toute France ou vraiment un département spécifique? Alors, notre structure est basée à Lyon. D'accord. Nos habitats se trouvent, alors ceux qui sont actuellement ouverts se trouvent dans le département de l'Ain. Et nous ouvrons à compter du début d'année 2025, tous les mois, 3 hameaux de 3 maisons sur les départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Presque tous. D'accord. Voilà. Ça marche. Pour revenir aussi du coup sur un peu le début et le lancement de l'entreprise, est-ce que tu as remarqué s'il y avait eu des principaux défis lors du lancement, que ce soit au niveau réglementaire justement ou en termes de sensibilisation du public à l'accueil familial, parce que c'est quelque chose qu'on n'entend pas encore beaucoup, je trouve. Alors, des défis, il y en a 1000. Je pense qu'on n'aurait pas assez de 2 ou 3 heures de podcast pour en parler. Il y a les défis assez évidents de la création d'une entreprise, avec les aspects ressources humaines, les aspects financement, les aspects innovation, valeur ajoutée, etc. Il y a des défis qui sont en effet d'ordre réglementaire parce que l'accueil familial est encadré par les conseils départementaux.
c'est eux qui sont chefs de file des politiques sociales et c'est eux qui ont la responsabilité de développer ce métier, le métier d'accueillant familial. Donc, il faut bien évidemment montrer patte blanche, il faut montrer l'intérêt de notre accompagnement en complémentarité des services du conseil départemental. Ça, c'est pas tout à fait évident, ça prend du temps. Et puis, que dire, il y a des enjeux très forts maintenant en termes de notoriété. C'est parfaitement vrai ce que tu dis, Célia, puisque on pense quand il y a une perte d'autonomie ou que le domicile n'est pas ou plus adapté, on pense à l'EHPAD, mais on ne sait pas encore bien, les Français ne savent pas encore qu'il existe en fait un panorama de solutions intermédiaires entre le logement individuel de la personne âgée et l'EHPAD. Et nous, on fait partie de ces solutions-là et une des solutions sur lesquelles il va falloir vraiment compter demain et Oui, aujourd'hui. bien sûr. Bah, je t'avoue que oui, moi je vous ai connu parce que c'est notre commercial chez Aladom qui avait trouvé votre site internet, qui a dit c'est vachement intéressant. Et c'est vrai que c'est pas du tout vraiment connu encore en France. Comme tu le dis, on pense aux EHPAD ou au maintien à domicile, à la limite les résidences seniors. Et justement, je voulais revenir là-dessus. Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement comment votre modèle d'accueil familial se différencie-t-il aujourd'hui des solutions d'hébergement pour les personnes âgées ou en situation de handicap comme l'EHPAD ou justement le maintien à domicile qu'on connaît actuellement? Oui, avec plaisir. Alors, je vais parler de ce qui nous différencie, mais je vais aussi et surtout parler de ce qui fait le sel et les caractéristiques premières du dispositif, parce que on n'a pas construit l'accueil familial et notre dispositif en fonction des autres, mais en fonction d'un besoin. Et je voudrais juste dire en propos liminaire que chaque solution a son public, chaque solution a ses bénéfices et chaque solution a ses limites. Et ça vaut aussi pour mon senior. Alors, l'EHPAD, je vais en parler, mais brièvement, parce que tout le monde connaît bien cette solution, une solution qui accompagne la grande dépendance, une solution qui est médicalisée. Ce sont des établissements, donc des grands collectifs qui réunissent 80, 100, 150 personnes. Voilà, principalement avec un maillon essentiel de la solution sur laquelle il faut compter. À l'opposé, le maintien à domicile, donc des auxiliaires de vie qui viennent chez vos parents, grands-parents, à raison d'1 heure, 2 heures, 4 heures, 10 heures par semaine, etc., pour les soutenir ponctuellement sur des actes de la vie courante à effectuer. Une solution qui est parfaitement intéressante, d'abord parce que cela répond aux attentes premières des personnes âgées de vieillir chez elles. Maintenant, une solution qui a aussi toutes ses limites. On ne connaît pas bien, mais le coût est important. Lorsqu'il y a une dépendance qui commence à poindre, il faut mettre de nombreuses heures d'étayage en face et ça devient vite coûteux. Il y a aussi une filière qui peine à recruter avec beaucoup de turnover de ces professionnels. Et donc, les personnes âgées doivent composer avec le passage de nombreuses personnes différentes, souvent la semaine, les mois, etc. Pour autant, un dispositif fondamental, évidemment. Des solutions intermédiaires de type résidence service senior ou résidence autonomie, très intéressantes, qu'on voit plus particulièrement en centre-ville, on va dire grandes, moyennes villes, grandes agglomérations aussi. Donc des appartements T1, T2, T3, dans lesquels la personne âgée va venir emménager avec un regroupement de personnes âgées dans ces domiciles, mais un étayage qui est assez limité. D'ailleurs, comme son nom l'indique, ce sont des résidences pour personnes autonomes, donc assez peu adaptées à l'accompagnement de la perte d'autonomie des personnes, et puis principalement en grandes villes, assez peu dans la ruralité. On est toujours dans des grands collectifs, même si chacun est chez soi, puisque ce sont des appartements, donc c'est intéressant. Et puis voilà un certain nombre d'autres solutions. Je citerai mon senior, en tout cas l'accueil familial. J'ai commencé à en parler. Imaginez une maison individuelle, ordinaire en ce sens qu'elle n'est pas médicalisée. Et dans cette maison, sous le même toit, vont vivre ensemble, d'un côté une famille dont l'un des membres est un soignant,
agréé par le conseil départemental, qui va exercer un métier à temps plein, n'aura pas d'autres occupations par ailleurs, que d'accompagner dans les actes de la vie courante, dans l'animation du quotidien, dans la coordination des soins, 3 personnes âgées. Et ce qui est intéressant dans ce dispositif, c'est que vous avez un professionnel expérimenté qui vit avec vous, qui partage sa vie de famille, qui partage des moments de convivialité, de repas, etc., dans l'environnement qui est à la fois chaleureux et sécurisant d'une maison qui est pleine de vie. Et s'agissant de notre dispositif, on réunit 3 maisons individuelles. Dans chacune de ces 3 maisons, 3 familles et 3 fois 3 personnes âgées. Voilà un peu les spécificités. Alors, les limites, c'est que lorsque les personnes sont touchées par des troubles neurodégénératifs avancés, eh bien, cette solution est assez peu indiquée puisque notre solution est à l'inverse très ouverte en fait sur l'extérieur, sur le village, sur le hameau, etc. Et c'est comme ça qu'on l'a construite. Et puis des limites qui sont liées aussi à la grande dépendance où comme ce sont des lieux non médicalisés, même si vous avez un soignant au quotidien, eh bien cette aide humaine n'est parfois pas suffisante et l'établissement de type EHPAD est la réponse adaptée. Ça marche effectivement, donc chaque solution son besoin, hein, j'ai envie de dire. J'avais aussi une petite question quand je t'entends parler, parce que tu as dit qu'il y avait 3 maisons familiales, c'est ça, dans chaque hameau? Absolument, on Pourquoi? regroupe 3 maisons. Voilà. D'accord, pourquoi 3 justement? Alors 3 a été un chiffre qui nous a plu parce que d'un côté, on arrive à recréer des liens d'entraide entre les accueillants familiaux qui ne sont plus seuls pour exercer ce métier, avec leurs 2 plus proches voisins qui seront eux-mêmes accueillants familiaux et donc susceptibles de comprendre les grandes joies de ce métier, les difficultés, etc. Puis on arrive à créer aussi des liens de solidarité, j'allais dire, d'animation pour les personnes âgées. On est chez soi, mais on vit avec potentiellement 9 personnes âgées aussi. Donc, on partage des temps de convivialité et puis ça permet de mutualiser certaines infrastructures. Par exemple, j'ai parlé de ces 3 maisons qui forment des hameaux. C'est comme ça qu'on les appelle. Eh bien, il y a en réalité une 4e petite maison de 35 mètres carrés qui s'appelle l'Orangerie, qui est un espace de réception où on reçoit sa famille, on fait des activités, on reçoit les associations aussi locales. Donc voilà, on arrive à mutualiser certaines choses de ce type-là. Ça marche, ça permet aussi effectivement, comme tu dis, de rejoindre convivialité, le sentiment d'être intimiste aussi. C'est super intéressant en tout cas sur ce point de vue-là. Je vais revenir un petit peu maintenant sur le métier d'accueillant familial. Est-ce que tu peux me dire un peu comment vous sélectionnez aujourd'hui, vous formez les accueillants familiaux pour garantir qu'ils répondent aux besoins des personnes accueillies, justement? Oui, c'est en effet une excellente question. Devenir accueillant familial, c'est grosso modo une attente. Alors, on ne fait pas que attendre, mais une attente de 9 à 10 mois. Donc, on ne devient pas accueillant familial comme ça du jour au lendemain. Il y a d'abord une phase de présélection par nos soins, par des équipes de coordinateurs sociaux, d'infirmières coordinatrices. Et puis ensuite, il y a une phase d'agrément. Donc là, c'est le conseil départemental qui va mener des enquêtes sociales, psychologiques, des formations également, pour que ces professionnels soignants, puisque nous n'accompagnons que des soignants dans cette transition en santé, pour qu'ils deviennent accueillants familiaux. D'accord, ok, ça marche. Oui, donc voilà, ça se fait pas comme ça. Il faut effectivement passer pas mal d'étapes avant de pouvoir, en tout cas, rejoindre ce dispositif. Oui, absolument. Et puis, je préciserai que en moyenne, les accueillants familiaux de nos maisons ont 11 ans d'expérience dans le soin et l'accompagnement de personnes âgées, soit à domicile en qualité d'auxiliaire de vie auparavant, soit en EHPAD en qualité d'aide-soignant. C'est les 2 profils que l'on retrouve le plus souvent. On a aussi des aides médico-psychologiques. On a différents professionnels qui envisagent cette transition à la fois de vie et de carrière professionnelle pour devenir accueillant familial. Et si je continue un petit peu le profil type, ce sont des personnes qui ont en moyenne entre 42 et 45 ans. Souvent, les enfants sont grands, majeurs.
Et puis, pour un peu moins de 70% d'entre eux, ils emménagent avec leur conjoint et le ou les enfants s'ils sont encore dans le foyer familial. Ça marche, ok. Bon, bah, ça en dit un petit peu plus sur le type de profil que vous pouvez accueillir. Justement aussi, je voulais te demander, aujourd'hui, selon toi, quels sont les principaux bienfaits que l'accueil familial apporte, que ce soit d'ailleurs aux personnes accueillies ou aux professionnels, hein. La question se pose sur les deux, que ce soit en termes de qualité de vie ou du bien-être psychologique et physique. S'agissant des principaux bienfaits, ils sont nombreux. J'ai commencé à décrire un petit peu le cadre. On est dans un cadre chaleureux, c'est celui d'une maison, sécurisant, non stigmatisant. Alors, c'est les grands mots, mais voilà, il faut vraiment imaginer des repas maison, la proximité d'un professionnel expérimenté qui est là au quotidien pour guider, pour écouter, pour partager des moments de convivialité. Donc, je dirais que c'est un dispositif qui séduit parce qu'il permet de sortir de l'isolement, de retrouver une confiance en soi, un allant aussi dans le quotidien. Donc là, je m'adresse plus particulièrement aux personnes dites âgées, aux habitants qui vont rejoindre nos maisons et qui vont trouver vraiment cet univers stimulant, je dirais. C'est aussi un dispositif qui est plus abordable que les autres, hein, avec des restes à charge plus abordables, avec une prise en charge individualisée et des aides, celles du département, des crédits d'impôt, etc., qui permettent de baisser tout ça. Et puis, pour l'accueillant familial, c'est ce qui est souvent plébiscité, en fait, c'est la possibilité de pouvoir réaliser le métier qu'il faisait avant, dans le soin à la personne, que ce soit en EHPAD ou à domicile, mais de le faire, retrouver du sens dans leur métier, en fait, le faire à leur rythme, avec un nouvel équilibre pro-perso, moins de déplacements, évidemment, et puis retrouver du temps pour faire correctement les choses, et ce, de manière individualisée. Je finirai en disant que c'est quand même pas neutre, c'est un dispositif qui est beaucoup plus rémunérateur, puisque on gagne 2,5 fois le SMIC quand on accueille 3 personnes âgées. C'est pas tout à fait neutre. Donc voilà, un dispositif qui a j'allais dire, ses enjeux, ses problématiques, mais qui est aussi extrêmement source d'épanouissement pour les professionnels soignants qui contribuent à valoriser ces métiers. Et ça, nous, on est très à cheval là-dessus. Valoriser les métiers du prendre soin, ce sont eux les artisans de l'accompagnement des personnes âgées. Et notre société, elle tient aussi et surtout grâce à eux. Carrément, je suis d'accord 100% avec ton discours. C'est un peu aussi la mission qu'on fait chez l'ADOM, c'est mettre en avant tous ces métiers du soin ou même des services à la personne en règle générale, mais aussi du soin puisque ça en fait largement partie. Ça marche. Je vais revenir aussi sur une question que je vais te poser. Bon, je l'ai déjà dit, effectivement, l'accueil familial reste encore peu connu en France, hein, parce que voilà, on connaît majoritairement les autres solutions qu'on a abordées avant. Quelles actions aujourd'hui vous menez pour rendre ce modèle plus visible et attractif pour les familles et les professionnels du médico-social? Alors là, Célia, j'espère que tu as le temps parce que des actions, on en mène beaucoup, beaucoup, beaucoup. Plus sérieusement, on le fait à différentes échelles. D'abord, je sais pas, mais au plus haut niveau de l'État et des instances qui gouvernent ce pays, tant auprès de la Commission des affaires sociales à l'Assemblée nationale, que ce soit au ministère des Santé des Solidarités, la CNSA qui maintenant connaît, appuie le modèle, et voilà, avec le président de la CNSA qui la semaine dernière citait notre modèle pour exemple et le métier d'accueillant comme une solution sur laquelle il faut compter à l'avenir. Évidemment, on travaille très étroitement avec les conseils départementaux qui ont beaucoup d'actions de notoriété aussi à faire et puis tout simplement animent la filière d'accueillants familiaux. Et puis, on fait des actions de notoriété grand public, je dirais, donc tant auprès des soignants qui envisageraient cette transition en santé, cette reconversion professionnelle, que auprès des personnes âgées qui ont une problématique,
vivent dans un domicile qui est plus la réponse adaptée aux besoins du moment. Ça peut être d'ailleurs des hôpitaux, des cliniques aussi, qui sont d'étroits partenaires de notre solution. Ça marche. J'allais venir justement sur les collaborations que vous avez pu avoir avec d'autres acteurs, que ce soit publics ou privés, pour soutenir ce développement de l'accueil familial. Est-ce que vous avez des partenariats justement qui contribuent aujourd'hui à votre mission, si vous en avez des principaux ou sur lesquels vous êtes en train de travailler ou que vous voulez en tout cas entreprendre? Oui, bien sûr. Là encore, je dirais qu'il y en a de nombreux de partenariats. On travaille très étroitement avec les hôpitaux et les cliniques qui font face à un enjeu fort d'accélérer les sorties d'hospitalisation et fluidifier en fait le parcours du patient à l'hôpital, parce que c'est extrêmement coûteux pour l'hôpital de retenir des patients âgés pour lesquels la dimension soins est derrière eux. Donc là, en fait, l'accueil familial représente un réservoir de 20 000 lits supplémentaires. Donc, on les connecte en fait tout simplement aux hôpitaux et cliniques, centres hospitaliers, SSR, etc. On travaille étroitement avec les bailleurs sociaux, puisque j'espère, Célia, que tu l'auras compris, mais nous, on construit des maisons, des habitats, et on vient accompagner le professionnel accueillant dans l'exercice quotidien de son métier. Donc, ces maisons sont à la fin détenues par des bailleurs sociaux. Donc, on a plein de partenariats notables avec ce qu'on appelle des entreprises sociales de l'habitat, des bailleurs sociaux qui deviennent propriétaires des murs. On travaille étroitement avec des partenaires de grande envergure, que ce soit La Poste, que ce soit les conseils départementaux, j'en ai parlé, avec le département de l'Ain qui a été le tout premier département à nous avoir fait confiance. Et maintenant, eh bien, la Loire, la Haute-Loire, la Savoie, j'espère très prochainement le Puy-de-Dôme, etc. Enfin, bon, beaucoup de conseils départementaux. Et sans oublier aussi un certain nombre de structures de type associative ou formes diverses, avec une initiative remarquable qui s'appelle Ma Boussole Aidant, qui est un dispositif d'orientation en fait des demandes et des recherches d'hébergement ou d'accompagnement pour personnes âgées ou en situation de handicap. Donc oui, bien sûr, dans un secteur comme celui-là, très fragmenté, il est important de nouer des partenariats et des soutiens. Bien sûr. Ouais, en tout cas, c'est assez clair sur le dispositif, le métier que vous voulez mettre en valeur, surtout aussi aux accueillants familiales et aussi les bénéfices que ça apporte aux personnes âgées. Je pense on a bien compris, en tout cas, je l'espère pour les personnes qui nous écouteront, comment fonctionne Monseigneur, et j'espère que ça tendra à se développer davantage pour que ce soit vraiment quelque chose qui soit encore plus reconnu aujourd'hui en France. J'aime bien terminer, on n'a pas encore fini, mais j'aime bien demander cette petite question. Est-ce que tu as aujourd'hui des témoignages qui t'ont marqué, que ce soit de familles qui ont testé le dispositif aujourd'hui ou justement de professionnels, donc les accueillants familiaux? Alors, tu m'avais demandé de rechercher quelques verbatims, j'en ai noté. J'en ai un qui me plaît beaucoup parce que on voit toute l'énergie de cette dame qui envisage de devenir accueillante familiale. J'ai 52 ans, j'ai encore la banane, j'ai quelques années à faire, autant bien les passer. J'ai envie de retrouver le contact humain, les valeurs de l'hôpital public ne sont malheureusement plus tout à fait les miennes. Bon, ça l'engage elle. J'ai préféré partir plutôt que d'être maltraitante, avec l'envie de retrouver un nouvel équilibre dans ma vie professionnelle et familiale. Voilà un petit texte qui m'a plu. Un autre, une accueillante familiale en exercice qui dit voilà, je kiffe ma vie, je me sens bien ici, je ne retournerai pas en arrière. Voilà, depuis que je suis arrivé ici, je suis à ma place, je vivais ma vie de rêve, quoi, ou je vis ma vie de rêve, mais vraiment. Et puis j'aime bien aussi. J'aime bien un petit verbatim de la fille d'un monsieur, une histoire qui nous a tous beaucoup touchés parce que c'est un séjour qui a mal débuté, un monsieur qui a une maladie neurodégénérative. Ça a été très compliqué pour l'accueillante familiale qui l'a accompagnée au début, et puis elle a tenu bon, puis aujourd'hui elle en récolte les fruits.
Donc sa fille, je la cite, moi je suis ravi parce que malgré sa maladie, il est dehors, parce qu'il jardine, il vit quoi. C'est tout ce que je voulais, qu'il puisse rester actif et profiter de la vie. Pendant quelques années, avec ma maman, il ne bougeait pas. Il avait restreint ses interactions sociales, notamment à cause d'une incontinence. Là, il est plus sorti en quelques mois qu'en 4 ans. Je suis soulagée et heureuse pour lui. Donc, voilà un verbatim parmi tant d'autres, mais c'est vraiment ça qui nous donne l'énergie d'avancer, de Bien construire sûr. de nouvelles maisons et puis de proposer cette solution au cœur des territoires. Carrément, mais ça, j'en étais sûre que ça allait trouver de beaux témoignages à nous raconter, ça c'était certain. Ça marche en tout cas pour les témoignages. Et enfin, dernière question, mais qui n'est pas forcément évidente parce qu'on a du mal à se projeter sur du long, moyen, court terme. Je vais te demander quels sont bien sûr les projets futurs pour Monseigneur et comment vous voyez l'évolution de votre modèle d'accueil familial dans les prochaines années. Si tu as une petite idée, je sais que c'est pas évident. Alors, j'ai une idée assez précise maintenant. Ok. Ah C'est bah, c'est- super. c'est l'utopie, on va dire. Après, Mhm. voilà, maintenant, cette utopie, il faut la rendre réaliste. Cette utopie, elle passe par la création d'une infrastructure d'habitat, de maisons nationale que l'on construit peu à peu dans les territoires ruraux et périurbains. Et cette infrastructure, elle va être importante puisque on cible la construction de 300 hameaux de 3 maisons dans les toutes prochaines années, un peu partout dans les départements français. Donc, ce sont à chaque fois, chaque hameau, 9 places d'hébergement qui sont créées. C'est 300 postes qui sont créés, postes d'accueillants familiaux aussi. Donc là, l'ambition chiffrée, elle est là. L'ambition autre, c'est de garder en fait ce modèle social que nous avons et qui est un modèle qui n'est pas simple parce que on a fait le choix de ne pas dépendre de finances publiques ou de subventions, donc d'avoir un modèle économique qui nous permette de pérenniser nos actions tout en répondant à 2 enjeux très forts. C'est le reste à vivre de l'accueillant familial qui doit être le plus élevé possible et le reste à charge des personnes âgées qui doit être le plus faible possible. Et donc, le projet social, il est là. Donc, ça passe par le réinvestissement de chaque euro qu'on gagne dans le projet pour développer le dispositif. Et c'est ça qu'on souhaite prolonger dans les prochaines années. Ça marche, ok. Bon, en tout cas, c'est un très très beau projet. Je suis ravie d'avoir pu échanger avec toi sur le dispositif parce que, comme je te l'ai dit, moi, je ne le connaissais pas. Et je pense qu'il y a Merci. beaucoup de gens qui vont écouter l'épisode qui vont peut-être connaître aussi l'accueil familial d'une nouvelle façon et une autre vision des résidences en fait pour accueillir les personnes âgées et du métier aussi de l'accueillant familial, qui n'est pas forcément connu dans ce type d'habitation. Donc, je te remercie, Clément, pour cet échange. Donc, si vous êtes intéressé par ce type d'hébergement ou si vous êtes un professionnel qui souhaite devenir accueillant familial pour Monseigneur, eh bien, je vous invite à vous rendre sur leur site internet pour avoir plus d'informations. Voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère sincèrement qu'il vous a plu. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur leur site internet monseigneur.fr ou sur leurs réseaux sociaux pour suivre tous leurs projets. Vous trouverez d'ailleurs tous les liens en description de l'épisode. Et si vous avez aimé ce format, comme d'habitude, vous pouvez également suivre le compte Instagram servez-vous-podcast pour être au courant des dernières sorties. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée ou soirée et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.